maintenant, à travers ces différentes présentations, bien mesurer que le poids d'une maladie comme l'épidermolyse bulleuse, et on comprend mieux que, sans aucun doute, un suivi, un accompagnement psychologique sur une pathologie comme celle-ci aurait tout son sens. Nous sommes pourtant plusieurs patients, plusieurs familles à attendre parfois plusieurs mois, voire plusieurs années avant de rencontrer un psychologue. Dans notre maladie, on voit bien que ça reste encore un luxe de pouvoir bénéficier de cet accompagnement, puisqu'au niveau accompagnement de proximité en libéral, c'est de notre poche qu'on doit payer ces consultations quand on peut se le permettre. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment aujourd'hui à déplorer. Pour nous parler de tout ça, on va maintenant accueillir Sarah Dimarc, psychologue clinicienne dans le service de dermatologie de l'hôpital Necker à Paris. Sarah, je vous remercie beaucoup d'être parmi nous. Je vous laisse. Bonjour Sarah. Je ne sais pas si vous souhaitez partager. Bonjour. On vous entend. Non, j'ai été une psychologue classique. J'ai pas de PowerPoint à partager. Voilà. C'est très bien. J'ai pas de partage d'écran. Donc bonjour à tous. Je suis Sarah Dimarc, une psychologue au sein du service de dermatologie de l'hôpital Necker enfants malades. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de en quoi une prise en charge psychologique peut aider les patients atteints d'une épidermolyse bulleuse ou ses proches. Il ne s'agira pas aujourd'hui de faire une liste exhaustive de tous les points ou toutes les problématiques pour lesquelles un psychologue pourrait être utile, ni même de définir comment un psychologue doit mener son accompagnement, mais vraiment plutôt de soulever des points qui m'ont semblé importants et illustrant l'importance de pouvoir se tourner vers un psychologue. Donc, l'épidermolyse bulleuse, c'est une maladie qui a des retentissements importants au quotidien et je crois que la présentation précédente le montre bien et l'illustre, y compris avec des chiffres. Et ces retentissements peuvent être source de souffrance pour le patient et son entourage. Et c'est justement pour moi la souffrance qui est un repère déterminant pour justifier ou non la mise en place d'une prise en charge psychologique, qu'elle soit celle du patient et ou de son entourage. Toute souffrance doit être d'abord repérée, bien comprise pour pouvoir être ensuite bien accompagnée. Donc, dans cette perspective, je dirais que le psychologue il a deux missions principales qui sont celles d'abord d'évaluer, puis de proposer un accompagnement le plus adapté possible. Alors tout d'abord pour les patients, donc je travaille en pédiatrie, donc forcément aujourd'hui mon propos va être un peu orienté enfant, ado et grand ado. L'intervention d'un psychologue, elle me semble très importante de façon ponctuelle ou à long terme, en fonction des situations et des problématiques. C'est-à-dire que le psychologue, il va pouvoir accompagner les patients à mettre du sens, à comprendre que ce soit la maladie, des questions plus ponctuelles de pourquoi tel traitement, pourquoi telle intervention, pourquoi est-ce qu'on me pose ces questions-là, pourquoi il y a des choses que je peux faire et pas d'autres. De façon générale, tout le long chemin qui est l'acceptation de la maladie, de ses possibilités, mais aussi de ses contraintes. Le psychologue a une place importante dans l'accompagnement à la gestion de la douleur. C'est-à-dire que le psychologue va pouvoir permettre à l'enfant ou à l'adolescent déjà de les exprimer, d'exprimer sa douleur, qu'elle soit physique ou morale, de la comprendre et pouvoir ensuite, après, de travailler avec lui sur toutes les petites stratégies ou techniques que l'on peut mettre en place pour l'accompagner, que ce soit de la relaxation à l'hypnose ou de la distraction. La question de la gestion des émotions, le psychologue va pouvoir offrir un espace de parole vraiment neutre, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire facilement à ses proches ou aux soignants qui s'occupent, qui nous accompagnent, mais qu'on va pouvoir exprimer avec le psychologue, de ce qui rend triste, de ce qui peut angoisser. Et de la même façon, de trouver un peu des stratégies et des pistes ensemble. La question du regard de l'autre revient fréquemment et très fréquemment exprimée par les patients et source d'entretien. De pouvoir accompagner l'enfant ou l'adolescent à faire la distinction entre la curiosité et le regard plus malveillant, les moqueries, de pouvoir apprendre des petites stratégies et techniques pour pouvoir répondre aux questions, pour pouvoir gérer les émotions qui sont associées aux questions ou aux regards, de pouvoir mettre des mots sur tout ça. Pour les plus grands, la question de la projection dans l'avenir. L'adolescent va plus questionner son insertion scolaire, professionnelle, mais aussi sociale, avec des questionnements ou
des réflexions qui sont parfois difficiles à partager avec ses parents, avec les médecins, avec les enseignants. Et le psychologue pourra vraiment être une ressource précieuse à ce moment-là. Pour ce qui concerne les proches, je dirais qu'il y a essentiellement les parents, tout d'abord, et aussi la fratrie. Les parents auront besoin d'être accompagnés au moment de la découverte de la maladie. La découverte de la maladie, le choc qu'elle représente, mais aussi l'attente, ce qui a aussi été évoqué précédemment, l'attente des résultats moléculaires, l'attente d'une explication, l'attente de pouvoir se projeter, d'avoir des perspectives. Et tout ce temps d'attente et d'incertitude est souvent extrêmement douloureux pour les parents. Il nécessite d'être vraiment accompagnés. La question de la culpabilité des parents, de la transmission ou pas de la maladie, de pouvoir ou pas accompagner son enfant comme on l'a imaginé. L'acceptation de la maladie et plus tard toute la guidance parentale. Parce qu'être parent d'un enfant qui est atteint d'une maladie, quelle qu'elle soit, mais aujourd'hui on parle d'un enfant atteint d'une épidermolyse bulleuse, soulève des questions. Comment est-ce qu'on va apprendre à accompagner son enfant à bien grandir? Quelles limites on peut lui poser? Quelles perspectives on peut lui apporter? Quelle explication on peut lui donner? Et le psychologue peut vraiment être plus un partenaire dans ces moments-là pour les parents, quelqu'un qui va pouvoir les guider, leur donner un petit peu des idées sur comment on peut accompagner les enfants, mais aussi leur permettre de pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent, que ce soit leurs questionnements, leurs angoisses, leur tristesse. Ce qui n'est pas toujours facile à aborder uniquement dans le cercle un peu clos de la famille. La question des interactions et de l'insertion, par exemple, je pense à l'entrée à l'école, qui est un moment de grand questionnement et parfois d'angoisse pour les parents. Le psychologue peut être une carte, un outil à utiliser dans cette période-là. Pour la fratrie, toujours la question de mettre du sens et de comprendre, mais aussi pour les frères et sœurs d'un enfant qui est atteint d'une épidermolyse bulleuse, on peut retrouver de la colère, un peu un sentiment de rivalité ou d'incompréhension, qui ne sont pas toujours très faciles pour les frères et sœurs de s'autoriser à les exprimer. Comment on dit à ses parents que et pourquoi on s'occupe plus de mon frère et de ma sœur et un petit peu moins de moi? Ou moi, j'aimerais bien faire ça, mais je sais que mon frère ou ma sœur, elle ne peut pas, alors est-ce que j'ai le droit de le demander? Est-ce que j'ai le droit de l'exprimer? Le psychologue va pouvoir travailler avec les frères et sœurs un peu à tout ce qu'il ressent et comment est-ce qu'on peut changer les choses, comment on peut exprimer les choses. Et toutes les inquiétudes des frères et sœurs. Là, mon frère ou ma sœur malade, il est à l'hôpital, mais j'ai pas très bien compris ce qui se passait. Et puis à la maison, je vois bien que papa et maman, ils sont un peu tristes ou un peu inquiets, mais j'ose pas leur demander. Ça peut être au psychologue que les enfants s'autorisent à poser les questions. Dans tous les cas, le psychologue, il va pouvoir intervenir, que ce soit pour le patient ou son entourage, et aussi pour tout ce que j'appelle les relations et les dynamiques. Un enfant qui est atteint d'une maladie au sein d'une famille va forcément changer la dynamique familiale, certains automatismes, certaines habitudes, et le psychologue va pouvoir apporter un peu un regard neutre ou un espace extérieur pour pouvoir repenser les choses, pour pouvoir accompagner tout le monde. Souvent, la question de l'accès à la prise en charge psychologique est posée par les patients et par les parents. C'est vrai qu'actuellement, les consultations psychologiques ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, même s'il y a tout un projet. Vous avez peut-être entendu les annonces du gouvernement dans ce sens-là. Mais actuellement, c'est évident que le psychologue n'est pas d'un accès direct et facile. Il y a les psychologues hospitaliers qui sont plutôt là pour évaluer et orienter ou répondre à des questions ponctuelles. Mais il existe aussi toutes les structures publiques, type CMP ou certaines associations, où les délais de rendez-vous sont malheureusement très longs, mais où vous pouvez vraiment vous appuyer sur les psychologues hospitaliers pour vous aider aussi à y avoir accès et à vous orienter. Voilà. Je pense que j'arrive à la fin du temps. J'espère que j'ai été claire et je vous remercie pour votre attention et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah. Moi, il me semble que c'était tout à fait clair et qu'on a effectivement vu assez largement les différentes problématiques qui se posent.
Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions, prendre le micro, utiliser le chat? N'hésitez pas. Moi, j'ai une question à poser. Et quand est-ce qu'on intervient, enfin, que vous intervenez à quel âge, vers quel âge les parents ou se sentent intéressés? Oui. Alors, idéalement, ici à Necker, dès la naissance. C'est-à-dire que je peux intervenir dès la naissance pour l'accompagnement de l'annonce, des premières interactions précoces entre le bébé et ses parents. Voilà, il n'y a pas de, je dirais, ma question, c'était de savoir quand ils font appel à vous, en fait, quand ils réalisent qu'en fait, ils ont besoin d'une aide. Est-ce que c'est tout de suite? Est-ce que c'est un peu plus tard? Est-ce que c'est à l'école? Voilà. C'est une question très intéressante parce que c'est vrai que quand, dans ma façon de travailler à Necker, en général, je vais me présenter aux familles qui arrivent à Necker et dans le service. Et donc, je devance régulièrement plutôt la demande des parents ou des accompagnants. Et sinon, ça va être, il n'y a pas d'âge ou de moment précis, ça va être plutôt quand il y a une difficulté auxquelles les parents ne trouvent pas de réponse, ou en tous les cas sont eux-mêmes en difficulté pour répondre à une question de l'enfant ou à des difficultés de l'enfant, qui me sollicitent, soit directement quand ils me connaissent, soit via l'équipe médicale. D'accord. Et je veux dire, là, votre prise en charge, elle dure combien de temps en moyenne quand vous êtes saisi justement dans le temps? Vous êtes saisi sur 3 mois ou 1 an ou plus court? Alors, c'est difficile de répondre à votre question parce que ça va être très différent, par exemple, pour les patients qui habitent à Paris et qui vont venir plus régulièrement à Necker et que je vais pouvoir rencontrer régulièrement parce que leur suivi médical a lieu au sein du service. Et donc, c'est l'occasion aussi de rencontres et d'entretiens réguliers, ou pour des familles qui sont loin de Necker et qui vont venir pour des réévaluations tous les 3, 6 mois, 1 an. Donc, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que je dirais que je suis là le temps de l'hospitalisation. Et de façon parfois ponctuelle pour des entretiens en dehors de temps d'hospitalisation, de rendez-vous médicaux, mais quand les familles sont proches de Necker, sinon c'est, je crois, trop coûteux en déplacement et en temps pour venir pour un entretien psychologique. Et une dernière question, est-ce que vous donnez des consultations par visio? Parce que vous avez, avec le confinement, on a tous changé un peu nos habitudes de travail. Est-ce que ça vous est demandé? Est-ce que c'est un nouveau moyen pour vous d'être en relation plus fréquente avec ces familles ou ces malades? Alors, il y a la contrainte très basique de la visio à l'hôpital, d'avoir le matériel et la connexion Internet, ce qui fait que ce n'est pas toujours possible. Et après, j'ai essayé au moment de la première vague du Covid en particulier. C'est vrai qu'avec les enfants, je ne trouve pas que ce soit un outil adapté. C'est-à-dire que les entretiens en visio avec les enfants me paraissent difficilement réalisables. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est autour de l'enfant. Demander à un enfant de maintenir son attention sur un écran pendant un moment, c'est un peu difficile. Et qu'avec les enfants, j'ai pas mal recours au dessin ou au jeu pendant les entretiens, à des supports autres que la parole directe, et ce qui n'est pas possible en visio. Donc, je vais plutôt avoir recours à des entretiens téléphoniques avec des grands adolescents à leur demande, plutôt que des entretiens visio avec les enfants, qui sont pour moi trop difficiles à mettre en place actuellement. Merci. Et puis après, arrêtez-moi, Sarah, mais vous êtes toujours psychologue pour tout le service de dermatologie. Donc, on imagine facilement que c'est difficile pour vous de pouvoir arriver à voir toutes les familles, à chaque visite, à chaque venue. Que dans l'idéal, si on devait rêver d'un schéma idéal, c'est qu'il puisse y avoir peut-être une proposition de suivi au moment de l'annonce diagnostique, notamment, et après peut-être servir un peu de relais. L'idéal, je crois, serait ça, de pouvoir mettre en place des relais locaux et qui seraient aussi en coordination avec vous, pour que vous puissiez aussi accompagner finalement ces professionnels de proximité qui, encore une fois, ne connaissent souvent pas la pathologie, qui ne connaissent pas forcément les axes de travail, les points sur lesquels il faut être vigilant. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ?
Je suis d'accord. C'est-à-dire que depuis mon arrivée dans le service, normalement, quand je rencontre les familles au moment de l'annonce, quand elle a lieu à Necker, ou au moment de la première évaluation en hôpital de jour à Necker, quand l'annonce a eu lieu dans un autre service, dans un autre hôpital. Et effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, le psychologue hospitalier n'a pas le temps et n'a pas la possibilité d'accompagner toutes les familles. Donc, ça devrait vraiment être plutôt une mission d'évaluation et d'orientation, ou pour des problématiques ponctuelles. Et c'est pour ça qu'au cas par cas, effectivement, je transmets mes coordonnées pour être en lien avec les psychologues de ville, proches des familles, et qui peuvent assurer des suivis plus longs et plus réguliers. Dans les faits, c'est vrai que pour les familles qui viennent de loin, et je m'inclus là-dedans, souvent on essaie de regrouper sur un minimum de temps, un maximum de consultations. Et malheureusement, souvent, celle qui va sauter, ça va être malheureusement le rendez-vous avec le psychologue, comme si c'était finalement la consulte la moins importante. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment changer dans les mentalités. Il faut trouver un juste milieu. Voilà. Je pense que quand une difficulté est connue du service dans l'organisation de l'hôpital de jour, la question de l'entretien psychologique est vraiment prise en compte et inclus dans l'hôpital de jour. Mais quand c'est une difficulté assez majeure et bien identifiée. Sinon, effectivement, c'est pas automatique et pas systématique. On voit bien qu'aujourd'hui, l'aspect préventif... ça vient de chez moi, je ne sais pas. On voit bien aujourd'hui que l'aspect préventif, vu les chiffres qui ont été présentés par Charles, que sans doute davantage de prévention devrait pouvoir être mise en place, et certainement que la prise en charge psychologique devrait, elle aussi, rentrer dans ce travail du préventif pour prévenir l'épuisement de l'ensemble des familles. Merci beaucoup, Sarah, pour votre intervention, pour votre temps.